Quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Les perceptions directes, C'est imperceptibles, ça. Oui, des perceptions exactement. mentales, l'auto-perception. Oui, tout à fait. Quoi d'autre? Mais la perception yogique, Oui, en ça, particulier. hein, en particulier. Exactement, tout à fait. Très bien, et on a parlé aussi de différentes conditions, ouais, qui génèrent une conscience. Et donc, il y a combien de conditions qui génèrent une conscience? J'ai visto. C'est pas dégueu. Oui, Michel? Ton micro est coupé. Michel, on t'entend pas. Ouais. Oui, effectivement, c'est mieux si je débloque mon Oui. micro. Oui, je disais 3 conditions. Oui, On avait vu les objectales, notamment plus précisément la dernière fois. oui. Et puis, conditions antécédentes et conditions... merci de m'aider. On est suspendu à tes paroles. Je ne sais plus, là, j'ai perdu la 3e. C'est pas Ouais. autocognition? Alors, parmi les conditions, ouais, il y a Ah, les la conditions. condition dominante non commune, ouais. C'est ça. Ouais, qui est appelée souveraine dans le texte, mais on l'appelle dominante. C'est une nouvelle terminologie. Ok, en effet, on avait vu que il y avait la condition objectale d'abord et on avait donné la définition. Ouais, c'était par exemple la définition d'une condition objectale pour une perception directe appréhendant le bleu. C'était ngonzi ngonsu nandendu, sowol ngonsu keje. Et donc c'était ce qui produit principalement et directement une conscience qui appréhende du bleu euh, sous l'aspect du bleu. Ouais, c'est ce qui projette l'aspect du bleu. Ok. Et donc on avait dit que en effet, il fallait que qu'il y avait deux prérequis pour l'appeler une condition objectale. Le premier, c'est que ce soit une condition. Donc elle engendre en effet cette conscience. Et la deuxième, c'est qu'elle apparaisse à cette conscience. Ouais. Et donc si elle remplit ces deux conditions, en effet, elle est une condition objectale. Et on avait vu qu'il y avait plein de débats par rapport à ça. Par exemple, on avait vu que pour Yongzin Purbuchok, le grand tuteur, Yongzin, il dit que n'importe quelle cognition doit avoir une condition objectale. Et après, quelques pages plus loin dans son texte, il dit n'importe quelle cognition doit aussi avoir une condition dominante et une condition antécédente. Ouais, donc ça veut dire que pour Yongzin Purbuchok, si c'est une cognition, un événement cognitif, ça a nécessairement ces trois conditions. Ouais, ok. Et donc, c'est ce on était en train de voir. On avait, je crois, aussi parlé des facultés, la différence entre faculté mentale et conscience mentale. Et donc, il y avait bien quatre possibilités. Alors, ce qui pourrait être les deux, une faculté mentale et une conscience mentale, ben, on peut dire le premier moment d'une conscience mentale qui sert de faculté au second moment d'une conscience mentale. Ouais, d'une clairvoyance, par exemple. On peut dire qu'une faculté mentale qui n'est pas une conscience mentale, eh ben, ça peut être le dernier moment de perception sensorielle qui va servir de faculté pour une perception mentale directe. Et on avait dit ce qui est une conscience mentale, mais qui n'est pas une faculté mentale. Dans ce cas-là, oui, c'était plus problématique. Ouais. Mais j'avais parlé de cette absorption de cessation. On pourrait dire pourquoi pas, mais on peut le débattre. Hein, on pourrait débattre de ces questions-là, mais c'est pas notre propos pour l'instant. Et puis, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Une table. Ok, très bien. Et on était normalement vers la page 104. Ok, je crois qu'on était là. Oui. Ouais, et donc même dans le cas d'une perception directe yogique qui réalise l'impermanence d'un objet impermanent qui lui apparaît, il ne peut être dit qu'elle soit produite en dépendance de la projection de l'aspect par l'objet, car elle est produite par la force de la méditation. C'est intéressant ça. Ouais. C'est intéressant. Donc ça veut dire que, en effet, une réalisation yogique directe
on va dire qu'elle est produite en dépendance d'une méditation, ouais, de l'union, un samadhi, qui est l'union de shamatha et de vipassana. Ouais, donc on avait vu tout ça précédemment. Très bien. Ok. Il est possible de poser l'impermanence comme son objet observé. Alambana Vishaya. Vishaya, c'est bien l'objet, en effet, Migul en tibétain, mais pas comme sa condition objectale. Donc ça, c'est un point qui pose question parce que, euh, par exemple, Yonzin Purbuchok, à la page 98 de son texte sur l'Oric, il dit un petit peu quelque chose de différent. Où est-ce que c'est? Hmm. Ok, donc il donne les définitions. Ouais. Ah oui, voilà. Il donne la définition d'une condition objectale de la perception directe appréhendant du bleu. Et juste après, il dit Ngenpo dans Yul du Ranshin quand la tete dubde zeti yina, ngenze ngensungi mikia yinpe kya. Il dit que si c'est une même substance en termes de localisation, de temporalité et de nature avec son objet, donc le bleu, c'est nécessairement la condition objectale de cette conscience. Ouais, exactement. Il dit c'est nécessairement le cas. Yimpe kya. Et donc, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une conscience visuelle qui appréhende du bleu. Ok, donc le bleu est bien considéré comme étant la condition objectale de cette conscience visuelle, parce que ce bleu projette l'aspect du bleu à la conscience visuelle. Ok, et là, la télépotier dit l'impermanence subtile du bleu ne peut pas être posée comme étant la condition objectale de cette perception du bleu. Mais l'impermanence subtile du bleu, en effet, en philosophie bouddhiste, c'est une même substance avec le bleu. Ouais, c'est une même substance. Pourquoi? Parce que quand le bleu apparaît, son impermanence subtile apparaît. Ouais. Non seulement cela, c'est une même substance, mais en plus, c'est, comme il le dit, c'est Yul, Du, Ranjin, Grand La, Tete, Dubdet, Zéétique. Il dit, c'est non seulement une même substance, mais en plus, c'est une même substance simultanée. Ouais, une même substance simultanée, c'est facile. On l'a vu au cours des débats. Ça veut dire que ça s'est produit en même temps, ça demeure en même temps et ça cesse en même temps. Ouais, vous êtes d'accord? L'impermanence du bleu et le bleu doivent être produits en même temps, demeurer en même temps et cesser en même temps. Ouais. Non seulement cela, mais en plus, ils sont une même substance simultanée en termes de localisation, de temporalité et de nature. Ça veut dire que tout ce qui est du bleu est nécessairement impermanent. Ouais. Et donc, c'est nécessairement le cas. Par contre, on dira, on avait parlé de cette tasse, par exemple, vous avez cette tasse, et vous avez, attendez, je vais faire un tour de magie, la tasse, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, la tasse et son anse apparaît. Oh là là! L'anse de, l'anse de la tasse et la tasse sont une même substance. Santé. Ouais, parce que la partie et le tout, santé, la partie et le tout sont une même substance, vous êtes d'accord? Ouais, on pourrait même dire sont une même substance simultanée. Valire et son bol. La partie et le tout sont une même substance simultanée, vous êtes d'accord? On n'aurait pas l'anse de la tasse avant la tasse, etc. Très bien, très bien, très bien. Par contre, si on fait un tour de magie, attention, hop, 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 et là, hop, il n'y a plus l'anse, on ne voit plus l'anse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, l'anse et la tasse sont une même substance simultanée. Oui, Valérie, ton micro est coupé. Oui, est-ce que c'est bon là? Oui. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler d'un isolat? Est-ce que parce que l'isolat de la tasse avec anse et l'isolat de la tasse sans anse sont deux isolats différents, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et tout à fait. C'est tout à fait ça. On pourrait même dire que la tasse et son anse sont deux isolats différents, mais sont une même substance. En effet, ou une même substance simultanée, exactement. Donc l'isolat, ça veut dire qu'on les isole conceptuellement. Ouais, les isoler conceptuellement, ça fonctionne tout à fait. On pourrait dire qu'il y a l'isolat de la couleur de la tasse et l'isolat de la tasse. Ouais. Et l'impermanence subtile peut aussi être considérée comme un isolat. Exactement, puisque n'importe quel phénomène a son propre isolat.
Ouais, n'importe quel phénomène doit nécessairement avoir son propre isolat, exactement. Et donc, ça veut dire que n'importe quel phénomène doit pouvoir être isolé conceptuellement de tout le reste. Mhm. Ouais, très bien. Et donc, en effet, on isole conceptuellement la tasse de sa couleur, ou la tasse de son impermanence, ou la tasse de son anse, par exemple. Ouais, on les isole conceptuellement, mais pour la perception directe, elles ne sont pas distinctes. Ouais, c'est pourquoi elles sont une même substance. Ouais, Et oui. oui, alors donc, du coup, en fait, moi, je trouve, au début, j'ai rien compris à ce truc-là, mais en fait, j'étais un peu en dispute avec quelqu'un et enfin, ça n'allait pas bien. Et puis, du coup, je me suis dit, si je prends l'isola, quel est l'aspect de la personne qui me dérange? Et Oui. vraiment me focaliser juste sur cet aspect-là, en me disant, ouais, et vraiment de dire, voilà, ça, c'est une personne, une généralité, et j'isole vraiment très bien ce qui ne va pas et je essaye de travailler sur chaque aspect. Et c'est bien ça l'application, c'est ça? Oui, exactement. Ça veut dire qu'en effet, euh, on pourrait dire que notre conscience, si c'est imaginons qu'on a une conscience de colère ou d'attachement, etc., on va isoler conceptuellement un aspect de l'objet et, Mm. et imaginer à tort que l'objet se résume à cet aspect. Oui, oui. Donc, isoler l'aspect, ça fonctionne. En effet, c'est un isolat qui fonctionne très bien, etc. Mais considérer que l'isolat représente l'objet lui-même, dans ce cas-là, ce serait une erreur. Ouais. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs c'est pourquoi on dit que ce qui est très utile, c'est que dès l'instant où on a une affliction dans notre esprit, l'attachement, la colère, etc., ces afflictions sont générées en fonction d'un objet qui n'existe pas en réalité, d'un objet entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se fait une image de quelqu'un, on se fait une image de quelque chose et on est attaché ou dans l'aversion vis-à-vis de l'image qu'on se fait de cette personne ou de cette situation. Mais c'est jamais réellement vis-à-vis de la personne ou de la situation réelle. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est toujours à côté de la plaque dès l'instant où on a une affliction. C'est super intéressant. Ouais. Donc maintenant, maintenant, pourquoi est-ce que quand on voit la tasse comme ça tourner de ce côté-là, on ne voit plus l'anse? Parce que l'anse et la tasse sont en effet une même substance simultanée. En termes de localisation, pourquoi pas? En termes de durée, pourquoi pas? Mais pas en termes de nature. Ça veut dire que l'anse et la tasse ne sont pas exactement la même nature. Pourquoi? Parce que, attendez, je vais refaire le tour de magie. Hop. Ici, l'anse et la tasse. L'anse est une partie et la tasse est le tout. Et donc, le tout et la partie sont nécessairement contradictoires. Donc, c'est pourquoi, quand on voit le tout, on ne voit pas nécessairement toutes les parties. Ouais, si on se tourne comme ça, de ce côté-là, hop, on ne voit plus l'anse. Et pourtant, le tout continue d'apparaître d'une certaine manière. Mais la partie spécifique qui est l'anse n'apparaît plus. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas une même substance simultanée en termes de localisation, durée et nature. Contrairement à l'impermanence subtile de la tasse. Vous pouvez la tourner dans tous les sens, son impermanence apparaîtra de toute façon. Mhm. Ouais, bravo, c'est magnifique ça. Ça, c'est très, très important. Mm. Très important. OK. Donc, c'est ce que dit Yonzin Polbochok. Il dit que tout ce qui est d'une même nature, une même substance simultanée en termes de localisation, de durée et de nature, avec le bleu, doit être l'objet, doit être à la condition objectale. Ouais, alors que là, Latil Rinpoche dit le contraire. Il dit l'impermanence est bien son objet observé, mais n'est pas sa condition objectale. Ouais. Donc, en effet, on voit qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ces questions-là. OK, donc tout ça pour expliquer une phrase. Oui. Mais parfois, en effet, une seule phrase peut contenir beaucoup de significations. Et Hmm. excuse-moi, Oui. on n'était pas dans la suite de la description de l'observation par les Chittamatra, là? Et ce qui Alors, expliquerait pourquoi il oui. parle de ça? Ah oui, c'est possible. Où est-ce qu'on est là? Parce qu'il me semble qu'il en parle après. Il en parle dans la suite du texte où, en effet, c'est page 107, où il dit cette explication des trois conditions est basée sur le point de vue Sautrantika. La présentation du Chittamatra diffère de façon marquée. Ouais, c'est ensuite qu'il parlera du Chittamatra. Donc il me semble que là, il parle toujours du Sautrantika, non? Bah,
Parce que les pages précédentes, il me semble qu'on en parlait aussi. Hein, Ouais. du Ah point oui, de- exactement. Dans le texte racine, par exemple, ces définitions sont posées du point de vue des Sautrantika, mais les Chittamatra et les Madhyamika, les Yogacara, Swatantrika, Madhyamika, donnent une définition d'une perception directe. Pour définition d'une perception directe, cognition non conceptuelle qui résulte de prédispositions stables. Ouais. Donc en effet, ici, quand l'Athénée-Potier donne les définitions des conditions objectales, dominantes, non communes et antécédentes, c'est surtout du point de vue des Sautrantika, mais ça peut s'appliquer aussi aux autres écoles. Ouais. Sauf que pour les autres écoles, en effet, comme on le verra, pour les Chittamatra et les Yogacara Swatantrika, le bleu ne peut pas être considéré comme la condition objectale de la conscience visuelle qu'il appréhende. Pourquoi? Parce qu'il apparaît en même temps que cette conscience visuelle. Et donc, si ça apparaît en même temps, ça ne peut pas être sa condition. Une condition doit exister avant son effet. Ouais. Et donc, en effet, là, il présente ces conditions du point de vue Sautrantika, mais on verra en effet qu'il y aura une différence. Par exemple, ici, ce que dit l'Athénée-Potier, il est possible de poser l'impermanence comme son objet observé, mais pas comme sa condition objectale. On pourrait l'appliquer à n'importe quelle forme du point de vue du Chittamatra ou du Yogacara Swatantrika. N'importe quelle forme ne peut pas être appelée la condition objectale d'une conscience visuelle qu'il appréhende, parce que ça existe en même temps que cette conscience. Ouais, c'est né de graines, des graines qui germent, et donc la graine qui germe, elle donne l'objet et le sujet en même temps. Donc l'objet ne peut pas être la condition objectale de la conscience qu'il appréhende, parce qu'elle naît en même temps. Par contre, les Chittamatrins diront c'est son objet observé, mais ce n'est pas sa condition objectale. Ouais. Donc là, en effet, on pourra l'appliquer à n'importe quel objet observé, en effet, par une conscience visuelle en particulier, etc. Mais pour les Chittamatrins, là, on pourra dire que ici, c'est bien un point de vue swatantrika, ici, qu'il est en train de dire, ouais. Ouais, quand il dit, mais dans le cas d'une perception directe yogique qui réalise l'impermanence d'un objet impermanent qui lui apparaît, il ne peut être dit qu'elle soit produite en dépendance de la projection de l'esprit par l'objet, car elle est produite par la force de la méditation, etc. Là, normalement, il parle en général du point de vue Sautrantika, etc. Ouais, ok. Très bien, très bien, très bien. Et donc, les cognitions qui dépendent d'une condition objectale sont comme une personne âgée qui doit s'appuyer sur une canne pour marcher, parce qu'elles dépendent d'un objet qui leur fournit un aspect. Ouais. Et donc un objet qui fournit un aspect, en effet, dans ce cas-là, c'est bien Sautrantika. Ouais. Une perception directe yogique ne dépend pas de son objet de cette façon. Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Mais on pourrait, pour ceux que ça intéresse, on pourrait dire quand même une perception yogique qui appréhende l'impermanence subtile. Parce que vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé des différents types d'arya, ouais, on avait parlé des différentes écoles, etc. Et en effet, pour les Sautrantika vont dire que eux, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'on peut réaliser une vérité ultime et une vérité conventionnelle en même temps ou pas. Ouais, ne se posent pas la question parce que les Sautrantika n'affirment pas un voile cognitif. Ouais, ce sont les écoles mahayanistes qui vont parler d'un voile cognitif. Ouais, le voile qui empêche l'omniscience. Ouais. Les écoles du véhicule fondamental vont parler bien sûr de l'omniscience ou de la toute connaissance pour les Vaibhashika, etc. Mais ils ne diront pas que ce qui empêche l'omniscience est un voile cognitif. Ils vont l'appeler une ignorance non afflictive. Ouais. Et donc pour eux, cette ignorance non afflictive n'engendre pas comment dire, l'alternance entre une vérité ultime et une vérité conventionnelle pour une perception directe. Ça, c'est que pour les mahayanistes. Ouais. Donc, c'est pourquoi les Sautrantika peuvent très bien avoir comme objet d'observation d'une réalisation yogique qui réalise le non-soi, peuvent avoir comme objet apparent les agrégats et comme objet d'engagement le non-soi. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ouais, le non-soi sera bien réalisé au moyen d'une perception directe yogique, ouais, mais sans qu'il lui apparaisse. Ce qui va apparaître à la perception yogique de la personne qui médite sur le non-soi, ça va être les agrégats. La personne va appréhender directement les agrégats, les formes, les sensations, les identifications, les facteurs composés, les consciences, etc., ou l'un des agrégats, comme vous voulez. Mais en général, c'est plutôt l'ensemble des agrégats. Et cette personne va observer qu'il n'y a pas de soi
dans les agrégats. Ouais, donc cette personne va réaliser directement le non-soi, mais le non-soi ne va pas lui apparaître. Donc elle va réaliser implicitement le non-soi tout en réalisant explicitement les agrégats. Ouais, les agrégats vont être réalisés tout en apparaissant à cette perception yogique. Ouais. Et donc, normalement, si une perception yogique réalise directement un agrégat, cette réalisation yogique doit réaliser tous les aspects impermanents de ces agrégats. Ouais, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit Lord Chempe Tongine Namba Tamshe Nyeparje. Il dit pour la conscience des sages, donc la conscience des yogis, des aryas, cette conscience réalise tous ces aspects. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une réalisation yogique directe, cette réalisation directe yogique ne peut jamais être inattentive. Ouais, elle doit réaliser tout ce qui lui apparaît. Et donc, une perception yogique directe, si elle réalise un agrégat qui est impermanent, elle réalise l'impermanence subtile de cet agrégat, nécessairement. Et donc, c'est pourquoi c'est difficile de dire, ici, comme dit Lathalim Poche, que l'impermanence ne pourrait pas être une condition objectale de cette perception directe yogique. Elle doit nécessairement l'être, puisque cette perception directe yogique, non seulement elle est produite en dépendance, bien sûr, d'un samadhi, etc., mais aussi de son objet, qui est l'agrégat impermanent. Et donc, l'impermanence fait partie des causes de cette perception directe yogique. Non seulement elle fait partie des causes, donc c'est une condition, mais en plus, cette impermanence subtile apparaît à la perception directe yogique. Donc, si elle conditionne et qu'elle apparaît, c'est une condition objectale. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ouais. Ok, très bien. Donc, c'est pourquoi ça pose question ici de dire que l'impermanence subtile serait son objet observé, mais pas sa condition objectale. Ouais. Ok. Très bien. Très bien, très bien. De même, il y a une virgule normalement, de même, virgule, il n'est pas possible de poser une condition objectale pour une perception directe aperceptive ou autocognitive. Ouais, car comme Jamyang Shepa l'explique, une condition objectale est l'apparence de la semblance de l'objet. Ouais, Janam Charwachik. Ouais, exactement. Ok, donc ça doit être dans le Lorik Tachu de Gongkyan Jamyang Shepa. Ok. Et donc, il dit que la condition objectale est l'apparence de la semblance de l'objet. Ouais, ça veut dire que l'objet pose une empreinte dans la conscience d'une certaine manière. Ouais. Et donc, comme une empreinte, euh, euh, cette empreinte, c'est comme une semblance de l'objet. Ouais. Quand vous faites, par exemple, sur de la pâte à modeler, vous appliquez un seau, par exemple, hein, ou un tampon, par exemple, sur une pâte à modeler, et ben, si vous appliquez un tampon sur une pâte à modeler, là, l'empreinte va ressembler très fortement au dessin qu'il y a sur le tampon, forcément. Ouais, ok. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'aspect. Ouais, quand un objet projette un aspect à la conscience, cet aspect est la semblance de l'objet, ressemble à l'objet. Ouais, c'est ça que veut dire ici Kunkian Jamyang Shepa. Très bien, ok. Et donc, en effet, et la semblance d'un objet n'apparaît pas à une autoperception, puisque c'est une cognition pour laquelle il n'existe pas d'apparence dualiste. Donc, l'autocognition qui appréhende la conscience, en train d'appréhender du bleu, cette autocognition n'appréhende pas d'aspect du tout. Ouais, parce que l'aspect, ce serait un truc dualiste. Donc l'autocognition, elle appréhende la conscience de manière non dualiste, de manière directe, de manière non conceptuelle et de manière non dualiste. Et donc, il ne peut pas y avoir d'aspect à la conscience. Et donc, s'il n'y a pas d'aspect à la conscience, ce serait difficile de dire que l'autocognition aurait une condition objectable. Ouais. Donc ça, c'est ce que dit la Bocce sur la base de ce que dit Kunkian Jamyang Shepa. Mais on avait vu pour Yongzim Polgutchok que n'importe quelle cognition doit avoir une condition objectale. Donc laquelle, dans ce cas-là, il dirait que c'est une condition objectale, mais qui n'engendre pas la semblance de l'objet, dans ce cas-là, pour l'autocognition. Ouais, il aurait une certaine distinction par rapport à sa description. Ouais, ce serait normal, ouais. Sinon, ils seraient tous d'accord. Ok. Ça serait bien. Oui. Oui, ce serait parfois plus facile. Mais le fait qu'ils ne soient pas d'accord, ça nous aide aussi à avoir notre liberté de penser. C'est ça qui est bien. Ouais, quand on étudie les débats, la logique, l'épistémologie bouddhiste, etc., la philosophie bouddhiste, on a une certaine liberté de manœuvre. C'est ça qui est bien.
Ouais, c'est qu'on garde notre esprit critique et on se dit, bah, finalement, je vais essayer de développer les conclusions qui me semblent les plus cohérentes, mais c'est pas nécessairement celles qui sont marquées dans les bouquins. Et tant mieux, ouais, chacun avance en fonction de ses propres conclusions et je trouve que c'est une bonne façon d'avoir cette liberté aussi de penser, ouais, c'est bien. Ok. Très bien. Quant à la cognition conceptuelle, on ne saurait non plus lui trouver une condition objectale, puisque ce qui lui apparaît est une généralité de sens qui, en tant que phénomène permanent, ne saurait être la cause de quoi que ce soit. Est-ce qu'un phénomène permanent peut être une cause? Bah, On vient de voir que non. Pas du tout. Mais vous pourriez penser que oui. allez. Ouais, quand on Ah, étudie les bases de la philo, ouais, quand on étudie les bases de la philo, c'est surtout du point de vue Sautrantika, ouais. Et donc pour les Sautrantika et les écoles supérieures, heu, la on pourrait dire un équivalent de cause, c'est impermanent. Impermanent, produit, capable d'opérer une fonction, chose, et cetera, ouais. OK. Et les équivalents des phénomènes permanents, c'est phénomènes qui sont des non-choses. Ouais, ou on pourrait dire, même les impermanents ont pour, équivalent cause et effet. Ouais, alors que les permanents, pas du tout. Ouais, donc si c'est permanent, ça ne peut pas être une cause, ça peut pas être un effet. Ouais, chez les Sautrantika, mais pour une école plus hmm. basique, pour le Vaibhashika, c'est intéressant. Pour les Vaibhashika, ils vont dire que même l'espace incomposé, qu'ils vont considérer comme étant incomposé, donc comme étant permanent, reste une cause. C'est intéressant ça. Ouais, ils vont dire que c'est une cause active, par exemple. Ils vont dire que, par exemple, si vous avez un potier qui est en train de fabriquer un pot, ouais, sur le tour, eh ben, il est en train de fabriquer tout ça, et ça se passe au sein de l'espace incomposé. Ouais, donc l'espace incomposé ne fait pas obstruction à la production du pot. Et donc, comme il ne fait pas obstruction, eh ben, il fait partie des causes du pot. C'est pourquoi, dans les traités d'épistémologie qui prennent le point de vue Vaibhashika, ils vont dire que la définition d'une cause active d'un pot, c'est bomba dans zeta de kyari, bomba kewa la gegmi jepa yon yimpeshitun dum mipade. Ils vont dire c'est ce qui est observé comme étant une base commune entre ce qui est une substance différente du pot et ce qui ne fait pas obstruction à la production du pot. Ouais, et donc ils vont dire ça. Ils vont dire que l'espace, vu que c'est une chose pour les Vaibhashikas, c'est une chose, dès l'instant où ça existe, c'est une chose, donc c'est une substance. Et l'espace est une substance différente du pot et l'espace incomposé, puisqu'il ne fait pas obstruction à la production du pot, il fait partie de ces causes, une cause active, Jigyu. Ouais. Et donc c'est intéressant ça. Mais toutes les autres écoles, à partir des Sautrantika, vont réfuter ça, vont dire que l'espace, en effet, n'entrave pas la production du pot, mais ça ne veut pas dire qu'il soit une cause pour autant. Ouais. Mm. Oui, Vali? Oui, alors, j'ai une question. Est-ce que un manque, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il manque quelque chose. Si je mange pas, j'ai faim. Donc un manque, ça Oui. peut être une cause. Donc un rien ne peut être une cause parce qu'un manque, c'est rien. Exactement, exactement. Ça, c'est très, très important. C'est pourquoi les prasangika diront que une cessation ou ce qui a cessé peut très bien être une cause. Exactement. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est par exemple les exemples qui sont donnés, bah, justement, l'épuisement de nourriture dans l'estomac fait qu'on pourrait mourir de faim. Mm. Ouais, et donc, la cessation de nourriture engendre un effet. Ouais, Mhm. ou la cessation de l'huile dans la lampe à beurre ou dans la lampe à huile, l'épuisement de l'huile, la cessation de l'huile fait que la bougie s'éteint. Ouais. Et donc, en effet, si ça engendre quelque chose, c'est nécessairement une cause. C'est pourquoi les prasangika parleront de la désintégréité. C'est la désintégration au passé. Ouais, mais nous, en français, on n'a pas ça, donc on est obligé d'inventer un mot. Je sais pas si ça existe en allemand. La désintégration au passé. Ouais, ce qui s'est désintégré. Ouais, et donc c'est au passé. C'est pas simplement se désintégrer au présent, c'est ce qui s'est désintégré. Ouais, donc et en substantif, ce sera
la désintégréité. Mhm. Ouais, en tibétain, on dira Shikpa. Shikpa, ouais, c'est en effet, c'est ce qui a cessé ou c'est la désintégréité. Et pour les prasangika, c'est impermanent. C'est impermanent, pourquoi? Parce que c'est produit, déjà, c'est produit par l'épuisement progressif de causes, etc. Et ça engendre des conséquences, ça engendre des effets. Et ça, là, ça revient à dire qu'il n'y a pas d'ultime. Parce que comme c'est une cause, je ne sais plus comment que c'était fait, mais le fait que ce soit une cause, c'est quelque chose qui n'est pas absolu ou une vérité ultime. Donc, du coup, Oui. une cessation ou une vacuité ne peut être pas ultime. C'est ça l'idée, non, derrière. Oui, exactement. On pourrait même dire que dès l'instant où un phénomène est produit, il ne peut pas être produit de manière inhérente. Ouais, il ne Voilà, peut c'est pas être... ça. Exactement. Et donc, Mm. c'est ce que dira l'un des sutras requis par le roi des Nagas, Anavatapta, ouais, qui dira Kanshi kien le kieva dema qui est dela kiewe ranshi gyemayin. Il dira tout ce qui est, tout ce qui est né de conditions n'est pas né. Il dira en cela, il n'y a pas de production véritable ou de production Ouais, c'est par ça. nature propre. Exactement. Ouais, ça veut dire que dès l'instant où quelque chose est produit, ça ne peut pas exister de manière indépendante puisque ça dépend de cause. Voilà, et c'est Ouais, ça. exactement. Et ça, c'est le point de vue prasangika, bien sûr, parce que si on regarde le point de vue sotrantika qu'on a ici, ça pose question, parce que pour les sotrantika, le fait qu'un phénomène soit un effet, le fait qu'un phénomène soit produit, prouve son existence inhérente. Ouais, par exemple, un phénomène impermanent, pour les sotrantika, c'est une vérité ultime. Oui. Pour les sotrantika. Ouais, pourquoi est-ce que c'est une vérité ultime? Parce que c'est l'objet d'une conscience ultime. C'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une perception directe. Une perception qui est une conscience non erronée. C'est pourquoi ils l'appelleront une conscience ultime, parce qu'elle est non erronée. Et donc l'objet apparent d'une conscience ultime est décrit comme étant une vérité ultime. Et la définition d'une vérité ultime chez les Sotrantika, c'est d'un dambar de Genupechö. Oui, d'un dambar de Genupechö. Un phénomène qui est ultimement capable d'opérer une fonction. Ouais. Et donc tout ce qui est impermanent est produit par des causes et des conditions. Et donc, ça dépend de causes et de conditions. Et pourtant, ça prouve que ce soit des vérités ultimes, que ce soit ultimement capable d'opérer une fonction. C'est capable d'opérer une fonction de son propre côté. Alors que les prasangika vont utiliser le même raisonnement pour réfuter la production de son propre côté. C'est intéressant ça. Le même argument va être utilisé de manière diamétralement opposée par les inhérentistes ou les absolutistes et les prasangika. Les prasangika diront c'est justement parce que c'est produit que ça dépend de cause. Si ça dépend, c'est dénué d'existence indépendante. Et les sotrantika et les autres diront bah, si c'est produit par des causes, ça doit exister véritablement. Ça doit exister de manière inhérente. Ouais, parce que sinon, ça n'existerait pas du tout. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que d'une école à l'autre, ils peuvent utiliser le même raisonnement, mais il aura des conséquences totalement différentes. Ouais. Mais pardon, et on est bien d'accord qu'il n'y a pas d'inversion de sens, on garde bien vérité ultime et conventionnelle, quelles que soient les écoles. Ah oui, Hein? exactement. On Mais le sens sera extrêmement différent sera par différent. contre. D'accord. Oui. Ouais, ouais. Ok. Ouais. On dira qu'en effet, une vérité ultime est un objet d'une conscience ultime. Ça, on pourrait le garder. Sauf que qu'est-ce qui va être décrit comme étant une conscience ultime pour les prasangika? Ça ne va pas être n'importe quelle perception directe. Ça va être une perception directe yogique qui analyse l'ultime, ouais, qui va au-delà d'une recherche conventionnelle. Ouais. Et le sens, en effet, vérité conventionnelle pour les Sotrantika, c'est n'importe quel phénomène permanent. Ouais, c'est conventionnel. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas de manière pure et dure. C'est un sous-existant d'une certaine manière. C'est un existant fantomatique. Ouais, les phénomènes permanents sont beaucoup plus insubstantiels, en effet, que les impermanents. Ouais, parce qu'ils nécessitent la présence d'une conscience conceptuelle pour pouvoir être envisagés. Ouais. Ok. Mais en effet, d'une école à l'autre, ça va vraiment, être très, très différent. Pour les Vaibhashika, par exemple, une vérité ultime, c'est ce qui résiste à l'analyse ultime. Ouais, c'est une brique constitutive de l'univers. Ouais. Et donc, en effet, nous, quand on est un être ordinaire, on va se poser la question: «Mais c'est quoi l'univers? C'est quoi le monde? De quoi est-ce que je suis fait?» et cetera et cetera. Et donc, on va faire une analyse, on va faire une vivisection conceptuelle de tout ce qui existe.
Et donc, on va analyser une table, on va analyser nos agrégats, etc. Et donc, on va les scinder en parties constitutives, etc. Et au bout d'un moment, on ne pourra plus scinder. C'est ce que faisait la science dans les années 80. Je me souviens quand j'étais à l'école, qu'on étudiait la physique, on parlait des atomes. Et c'était vraiment la brique constitutive de l'univers. On n'avait pas encore découvert des choses plus subtiles encore, bien qu'on arrivait comment dire, à fusionner les atomes, ouais, parce qu'il y avait déjà le nucléaire à l'époque, ouais, dans les années 80. Mais en effet, quand moi j'étais à l'école, je me souviens d'un cours de sciences physiques où on parlait des atomes comme étant les particules les plus petites, d'une certaine manière, ou qui faisaient partie des plus petites, parce qu'il y avait les électrons qui étaient encore plus petits. En effet, c'était vraiment presque là où s'arrêtait l'analyse. Et chez les Vebashika, c'est un peu comme ça. Ils vont dire au bout d'un moment, on ne peut plus scinder. Ouais, et donc si ça résiste à l'analyse ultime, à ce moment-là, c'est une vérité ultime. Et ils vont dire tout ce qui est fabriqué par ces briques constitutives, tout ce qui est fabriqué, ça va être des vérités conventionnelles. Ouais. Et donc Il me c'est... semble, Oui, pardon, il me semble aussi que cette notion d'atomisme, elle existe depuis la Grèce antique, en oui, fait. Hein. tout à Il y fait. avait déjà, c'était pas la même représentation que la science physique actuelle, Mm. mais c'était une notion qu'ils avaient déjà, quoi. Exactement. En Grèce et même en Inde, bien avant encore les penseurs grecs. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et puis, chez les Sautrantika qui suivent le raisonnement tel qu'on les suit ici dans le logique, pour eux, la vérité ultime, comme on l'a dit, c'est tout objet apparent, tout objet apparent d'une conscience ultime, ouais, donc d'une conscience non conceptuelle, une conscience non erronée plutôt. OK, et une conscience, erronée, l'illustration d'une conscience erronée, ce sera une conscience conceptuelle. Ouais, donc l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement, permanent. Ouais, donc ce sera une vérité conventionnelle. Et ensuite, pour les Chittamatrins, ça va être autre chose. Pour les Chittamatrins, ils vont dire qu'une vérité ultime, c'est, ce qui est directement réalisé par une cognition valide en l'absence d'apparence dualiste. Ouais, en l'absence d'apparence dualiste, ouais. Très bien. Et donc, oui, Ninan Nupe Goneto Parjava, exactement, ce qui est réalisé par une cognition valide directe, ce qui est directement réalisé par une cognition valide directe en l'absence d'apparence dualiste. Et une vérité conventionnelle, ça va être en la présence d'apparence dualiste. Ouais. Et puis ensuite, pour les écoles du Madhyamaka, ça va être un peu différent. Ils vont dire en général que ce qui est une vérité conventionnelle, c'est un objet qui est trouvé par une cognition valide conventionnelle. Ouais. Tanye Chueje, Tanye Chueje, Semenyedun. Ouais. Un objet qui est trouvé par une cognition valide conventionnelle, qui analyse le conventionnel. Ce sera une vérité conventionnelle. Ouais. Et dundam tueje semenyedun, un objet qui sera trouvé par une cognition valide qui analyse l'ultime sera une vérité ultime. Ouais, en général, pour les Madhyamika. Mais après, il y aura bien sûr des distinctions. Parce que chez les Madhyamika, il y a des sous-écoles. Il y a les Swatantrika et les Prasangika. Ouais, donc chacune école aura une description différente de ce qu'est une vérité ultime. Par exemple, les Prasangika diront qu'une vérité ultime, c'est nécessairement une vacuité d'existence inhérente, ouais, une vacuité d'existence intrinsèque, absolue, etc. Mais certains Prasangika diront que même une vraie cessation est une vérité ultime. Parce qu'une vraie cessation peut aussi être trouvée par une cognition valide qui analyse l'ultime. C'est-à-dire que l'arya qui est en train de réaliser la vacuité, il est en train aussi de réaliser une vraie cessation. Ouais, quand c'est sur la voie de méditation, par exemple, un arya qui réalise une vacuité directement, il réalise aussi une vraie cessation qui se passe dans son esprit. Et donc, vu que cette vraie cessation est aussi trouvée par une cognition valide qui analyse l'ultime, on va dire qu'une vraie cessation est aussi une vérité ultime. Ouais, mais tout le monde ne sera pas d'accord. Il y a des débats. Il y a des débats. Ok. Donc, c'est un petit résumé d'un passage en revue de toutes ces écoles. Et c'est un petit peu comme ça qu'on fait, en fait, comme on disait tout à l'heure, comme on est un être ordinaire, on essaie d'observer qu'est-ce que le monde, qui suis-je, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère? Et donc on se pose des questions. C'est quoi l'univers? De quoi est fabriquée la matière? De quoi est fabriquée la conscience? De quoi est fabriquée une personne? Et donc au début, on a un point de vue plutôt mécaniste des Vaibhashika.
Ouais. Oui. Et ensuite, on peut passer à un raisonnement plus subtil en se disant, bah, peut-être, tiens, peut-être qu'il y a les permanents et les impermanents, etc. Et donc, on passe à un point de vue plus subtil. Et ensuite, on va passer vers le Chittamatra, qui va être très utile pour comprendre ensuite le Madhyamaka, la voie médiane. Ouais. C'est vraiment intéressant de prendre les lunettes de chacune des écoles et de regarder le monde avec les lunettes de chacune des écoles. C'est très, très intéressant, très instructif. Ouais. Je pense aussi, dans la situation où on se trouve en face de qui, peut-être c'est plus juste de regarder sous tel aspect ou tel aspect. Oui. Je sais pas si comme ça que ça fonctionne. Enfin, moi, je parle à un enfant, je ne parle pas pareil ou pas les mêmes lunettes que quand je parle dans une autre situation, quoi. Ouais. Exactement. Oui, E- tout dépend Exactement. comment le monde nous apparaît et puis comment on aperçoit le monde aussi. Oui. Oui, exactement, tout à fait. Et donc, en effet, c'est pourquoi c'est important de s'adapter à la perception de chaque personne et aussi d'adapter notre perception. Et on voit que notre perception, elle progresse au fil du temps, hein. Quand on étudie ces Oui. écoles-là, on raffine notre compréhension des choses et, c'est pour ça d'ailleurs que ces écoles philosophiques sont très utiles parce que c'est par palier en fait, hein. C'est par, on passe une marche, puis une autre marche, etc. Et c'est vraiment très pédagogique à ce titre-là. Ouais. Et il y a aussi des choses qui sont assez générales. Par exemple, dans le Lamso Namsum de Lama Tsongkhapa, dans les 3 aspects principaux de la voie, quand il parle de la vacuité, il ne parle pas de la vacuité, il parle de l'interdépendance. C'est ça qui est intéressant. Il dit Nelu topeshera midena nye jun chansu sem jekyan. Nelu topeshera midena nye jun chansu sem gomjina. Il dit, si nous n'avons pas la sagesse qui réalise le mode d'être, même si on a développé le renoncement et bodhicitta, on ne sera pas capable de trancher la racine du samsara. Et donc, c'est pourquoi efforcez-vous dans les moyens de réaliser l'interdépendance. Tendel. Oui. Et non, pourquoi? Parce que ça va s'appliquer à toutes les écoles. Toutes les écoles vont accepter l'interdépendance, sauf qu'elles vont l'interpréter d'une manière très différente en fonction de leur point de vue. Mais l'interdépendance sera acceptée de manière générale à travers toutes les écoles. C'est pourquoi le Tsongkhapa parle d'un point de vue très généraliste en parlant de l'interdépendance, au lieu de parler de la vacuité. Il a été futé. Exactement. Tout à fait. Très bien, ben, c'est super tout ça. C'est super. Ok. Et donc là, on disait en effet que si on a une conscience conceptuelle, l'objet apparent de cette conscience conceptuelle, on peut dire qu'il y a 2 types d'objets apparents des consciences conceptuelles, les phénomènes permanents en général et la généralité de sens. Ouais, la généralité de sens, c'est tout simplement un terme technique pour parler du concept. Ouais, très bien. Et donc, en effet, en général, il y a une généralité de sens, mais il peut y avoir aussi une généralité de son. Ouais, c'est un petit peu la définition d'une conscience conceptuelle donnée par Yonzin Purbuchok. Il dit Daden Derun Dunzi Shenrik. Il dit c'est une conscience idéale qui a une idée à la conscience. Il y a une idée, c'est une conscience idéale ou une conscience, on pourrait dire déterminative, mais déterminer, c'est pas nécessairement conceptuel. Donc moi, je préfère conscience idéale qui a comment dire, un symbole à l'esprit, qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptibles d'être mêlés. Ouais. Et donc, ça veut dire que lui, il parle explicitement d'une généralité de sens et d'une généralité de son. Ouais, puis d'autres vont avoir une définition plus simple d'une conscience conceptuelle. Ils vont dire tout simplement Jaden Zimbelo. Ouais, une conscience qui associe ou qui appréhende le sens et le son. Ouais, Jaden Zimbelo. Ouais, une conscience qui appréhende le son et le sens. Ouais. Mais on pourrait dire qui appréhende le sens du son. Ouais, donc ça veut dire une conscience conceptuelle, c'est une conscience qui a un symbole à l'esprit. Ouais. Mais moi, là, je comprends pas parce qu'une généralité de sens n'est pas une généralité de son parce qu'en fonction de langue, il y a un cheval reste un cheval dans n'importe quelle langue. Dans ce cas-là, la généralité du cheval, c'est la généralité du sens, mais en fonction de la langue, le son va changer. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Et donc c'est pourquoi Yonzin Purbuchok, qui lui aussi était plutôt futé, disait Jaden, Jerung Dunzin Beshenrik. Il disait c'est une conscience idéale qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptible d'être mêlée.
mais pas nécessairement. Mhm. Ouais. Par exemple, quand on entend pour la première fois en Allemagne, on entend Pferd, par exemple, Mhm. eh ben, on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. Donc, on a cette généralité de son qui est dans notre esprit, Pferd, ok. On est capable de le redire, Pferd, ok. Mais on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. Ouais. Et de la même façon, imaginons qu'on n'ait jamais vu de chevaux et qu'on on va à la campagne et hop, tout de suite, on nous montre, tiens, regarde cet animal. Et donc, on ne sait pas nécessairement comment ça s'appelle. Par contre, on sait très bien que c'est un animal qui court, qui mange de l'herbe, etc. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on pourra avoir la généralité de sens, mais pas la généralité de son. Oui. Là, on aura le sens, mais pas le son. Et tout à l'heure, avec Pferd en Allemagne, on aurait en effet le son et pas le sens. Ouais. Mhm. Et si on est en Allemagne, à la campagne, dans la campagne allemande, qu'on voit un cheval et qu'on a dit ça c'est un cheval, c'est un Pferd, et donc on va associer Pferd à la généralité de sens, et donc en effet, on pourra mêler l'une à l'autre. C'est pourquoi la généralité de son et la généralité de sens sont susceptibles d'être mêlées, mais ne le sont pas toujours. Ouais. Et donc d'autres, bien sûr, par exemple, Giancarlo Pesoge, etc., d'autres maîtres Gelugpa vont dire il n'y a pas besoin de se prendre le chou à dire susceptible d'être mêlé, parce qu'il n'y a pas besoin d'envisager toutes les circonstances quand on parle d'une définition. Ouais, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça veut dire que certains auront une définition plus simple parce qu'ils vont pas envisager le fait qu'on ne parle pas l'allemand ou qu'on n'ait jamais vu un cheval jusqu'à maintenant, etc. Ils vont juste dire en général, c'est une conscience qui appréhende une généralité de sens, pardon. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une généralité de sens qui soit un concept. Ouais, c'est un concept et c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais, et donc là, il y aurait énormément de choses à dire. D'ailleurs, on en reparlera parce que là, on parle des perceptions directes, mais on va parler ensuite des consciences conceptuelles. Et donc, les consciences conceptuelles, il y a énormément de choses à dire, en effet. Donc, c'est important de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. On en avait parlé au début du livre, parce que la définition d'une perception directe, c'est quoi? Non erroné. Ce qui apparaît à une Perception directe non erronée. Conscience, oui. ce Oui. qui apparaît à une conscience de façon non erronée, quelque chose comme ça. Oui. Ok. C'est Torpa non Maturity, ouais, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Non erronée, voilà, c'est ça. Exactement. Bravo. Et donc, libre de conceptualisation, il faut comprendre ce que veut dire conceptualisation. Ouais, pour comprendre ce que veut dire libre de conceptualisation, il faut comprendre ce que veut dire conceptualisation. Ouais, donc c'est pourquoi on en a parlé au début, on avait parlé de la généralité de sens, etc. Ouais, ok. Mais on va pas trop y revenir là, c'est simplement de se dire que, en effet, une généralité de sens ou un concept, c'est temporairement permanent. Ouais, vous êtes d'accord avec cette notion-là de permanent temporaire? Par exemple, par exemple, on pourrait dire le non-soi de cette tasse. Le non-soi de cette tasse, est-ce qu'il existait avant la tasse? Non, il est non. apparu simultanément avec la tasse. Exactement. Ça veut dire que le non-soi en général, oui, il existait avant la tasse, mais le non-soi de cette tasse, il existe en même temps que cette tasse. Ouais. Si cette tasse se casse, que devient son non-soi? Il cesse d'exister disparaît. aussi. Il disparaît, exactement, tout à fait. Exactement. Mais le temps que le non-soi de cette tasse aura existé, il aura été permanent. Ouais, il aura été statique. Il n'aura pas changé d'instant en instant. Ouais. Et donc, en effet, c'est ça que veut dire permanent. C'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Ouais, le non-soi est une simple négation, une négation non affirmative, et donc il n'y a pas de substance qui se transforme. Ouais, comme pour l'espace incomposé, la généralité existant, etc., etc., où n'importe quelle absence, simple absence, est nécessairement permanente, mais elle peut être permanente temporaire. Ouais, par exemple, l'absence de thé dans la tasse est permanente aussi, mais dès l'instant où on met du thé dans la tasse, cette absence cesse d'exister. Ouais, mais le temps qu'elle aura existé, elle aura été permanente. Donc, c'est un permanent temporaire, un phénomène permanent temporaire. Ouais, ok. Et une généralité de sens aussi est un phénomène permanent temporaire. Ça veut dire que quand vous pensez à table, eh ben, vous avez une généralité de sens à l'esprit. Cette généralité de sens, elle est permanente et elle est temporairement permanente parce que maintenant, si vous pensez à table rouge,
et ben, vous n'avez plus la généralité de sens stable. Vous avez la généralité de sens stable rouge. Et donc, la généralité de sens stable aura cessé. Mais le temps qu'elle aura existé, elle aura été permanente. Ouais? Ok. Génial, génial. Mais en effet, Oui, est-ce qu'il faut voir? Oui? Oui, ben enfin, je disais, c'est comme la généralité de sens d'existence. Ça apparaît, c'est une surimposition. Elle Oui. nous apparaît comme existant. Elle donne l'impression d'être existant, mais c'est pas un existant. Ah, Gina la punk. Ah bon? Oui, bravo, en effet. C'est un débat qu'on avait vu par le passé. Oui, Ouais, parce que ça parle de la conscience conceptuelle, puisqu'on parle de la conscience conceptuelle. exactement. On avait vu que, par exemple, la définition d'une généralité de sens de pot, par exemple, ou de vase, c'est Bumzin topa la bomba maimba bomba mainshindu, bombe nawar dotagicha. Ouais, et donc c'est un facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Voilà, Donc on oui. pourrait donner la définition d'une généralité de sens de table, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais. Et donc la généralité de sens d'une fleur, c'est facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une fleur, apparaît à la conscience, apparaît comme étant une fleur à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Très bien. Maintenant, si on dit la généralité de sens de permanent, D'après mon souvenir, je crois que ça marche pas. oui, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas permanent, apparaît comme étant permanent à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. On vient juste de dire qu'une généralité de sens est permanente. Comment est-ce qu'on pourrait dire maintenant qu'elle ne serait pas permanente? Voilà, ouais, tout à Ouais. fait. Ou alors la généralité de sens d'existant. Ouais, ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ça veut dire que la généralité de sens d'existant n'existe pas. On ne peut pas penser à existant. Donc en effet, c'est un débat qu'utilise Tanda Larampa dans sa présentation des phénomènes généralement caractérisés et spécifiquement caractérisés dans Knowledge and Liberation, je crois, ou à moins que ce soit dans Naming, ouais, peut-être c'est dans Knowing, Naming and Negation de Anne Klein. Ok, en tout cas, c'est dans l'un des deux livres qu'elle a écrit sur l'épistémologie bouddhiste. Et en effet, Tandala Rampa dit que non seulement, en effet, la généralité de sens d'existant apparaît comme étant existant tout en étant existant, donc dans ce cas-là, ça joue. Par contre, la généralité de sens existant apparaît aussi comme étant une avec existant. Ouais. Et apparaît comme étant une même entité avec existant. Donc, apparaît comme étant existant tout en existant, ça va. Apparaît comme étant une même entité avec existant, ça joue. Ouais, parce que une généralité de sens est une même entité avec sa généralité existant. Par contre, la généralité de sens existant apparaît comme étant une avec existant. Et c'est là où ça joue pas. Ouais, donc c'est pourquoi ça reste une conscience erronée. La conscience conceptuelle reste une conscience erronée. Alors que quand on a une généralité de sens de table, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une table, apparaît comme étant une table à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. En effet, sur les 3 points, c'est une erreur. Ouais, la généralité de sens de table apparaît comme étant une table et en effet n'est pas une table. Donc là, il y a une première erreur. Apparaît comme étant une avec table et n'est nécessairement pas une avec table. Et apparaît comme étant une même entité avec table. Et ça ne joue pas non plus. Ouais. Ok. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai l'image d'un tricot en 4 dimensions, là. Oui. Ça part dans tous les sens. Oui, oui, c'est un petit peu, en effet, ça c'est des choses qu'on avait vues. On y reviendra parce que pour les débats, quand on reviendra la semaine prochaine avec les débats, on va entrer dans les généralités. Ouais, on a déjà un petit peu parlé des généralités et on verra qu'il y a une division terminologique en 3, généralité de classe, généralité de collection et généralité de sens. Et donc c'est pourquoi on verra plus en détail ça, on prendra le temps d'examiner tout ça. Pour l'instant, ça semble un peu flou, c'est tout à fait normal, ouais. À part ceux comme les punks qui ont déjà, qui ont déjà assisté à des débats sur ces questions-là. Ok, très bien.
Bon, Eh c'est pas ben, encore tout à fait clair, mais bon, ça vient. ouais, je pense que justement les débats sont faits pour ça, pour nous aider à comprendre un peu les choses, parce qu'on prend le temps avec des diapos, etc., de visualiser tout ça. Mais quand c'est en effet sans les slides, sans les diapos, c'est un petit peu plus compliqué, c'est normal. Et puis ça peut passer un peu très vite, un peu vite. Mais avec les débats, normalement, ça facilite les choses, normalement. Et par rapport au débat, j'ai oublié de vous en parler. Il faudra, j'enverrai peut-être un message aussi sur le WhatsApp. C'est que Vali a fait une super interview, c'était l'année dernière, où on parle des débats, justement, de l'utilité des débats. C'est dans la revue Lotus. Et donc, je vous enverrai le lien de la revue. Il y a quelques notions intéressantes par rapport au débat. Comme ça, si, comme il n'y a pas de débat ce soir et que vous vous ennuyez affreusement, vous pourrez lire cette interview sur, Génial! sur les débats. Et je posterai le lien en dessous de la vidéo et tout ça. Ouais. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Et normalement, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, Merci. Pour ce soir, tu as envoyé un lien Oui. sur Skype. C'est pour tout le monde, ça? C'est pour. Exactement. Oui, ce soir, c'est le Turing de Toulouse. Et c'est exceptionnel que ce soit le vendredi soir. D'habitude, c'est le mardi midi. Donc là, c'est un vendredi soir. Et on va parler du LAMRIM. On va parler du LAMRIM, du fondement de toutes les qualités de la Matsunkapa, le Yöntenshi et le Gyuruma, et comment utiliser le LAMRIM dans notre vie quotidienne. Comment est-ce que on peut avoir une pratique quotidienne grâce au LAMRIM. Et c'est ce soir de 19h30 à 21h. Voilà, et c'est sur Skype aussi, c'est pour ça que j'ai envoyé le lien du Skype. Ouais. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Donc Merci, peut-être au à ce revoir. soir ou à la semaine prochaine. Salut, Merci. Kimpa. Ciao, ciao. Salut, merci beaucoup. Ciao.